finir en friture. Pour les mollahs, il est trop tard. On va écraser tous ces cafards. Cucu-pampan, en enfer à l'Iran. C'est le dernier décollage, on entend l'orage. C'est cucu-pampan, adieu les enfants. En boule de rage, sur vous le carnage. Vivement la justice et que le mal glisse sur une peau de banane. Tous ces monstres infâmes, on va compter les heures avant le bonheur. Fini les rumeurs, c'est fini les pleurs. Cucu-pampan, en enfer à l'Iran. C'est le dernier décollage, on entend l'orage. C'est cucu-pampan, adieu les enfants. En boule de rage, sur vous le carnage. Bientôt dans le ciel arrivera l'éternel, avec tous ses jugements et pas que sur l'Iran. Tous ses ennemis à néant réduits, on pourra respirer l'air de la liberté. On entend les promesses, les hypocrites en liesse, dirigeants corrompus, finiront en rebut. L'Iran va prendre une raclée, les sales cafards écrasés finiront en cendres sans même se défendre. Cucu-pampan, en enfer l'Iran. C'est le dernier décollage, on entend l'orage. C'est cucu-pampan, adieu les enfants. En boule de rage, sur vous le carnage. À la télé, les faux sourires d'ordures capables du pire. Ils font le mal en disant c'est le bien. Les méchants sont des moins que rien. Le pognon glisse sur la table. Tous des pervers, des incapables. Les dirigeants des nations, des enculés, auront la même destinée. Cucu-pampan, en enfer l'Iran. C'est le dernier décollage, on entend l'orage. C'est cucu-pampan, adieu les enfants. En boule de rage, sur vous le carnage. Ce sera chacun leur tour. Ce sera bientôt leur dernier jour. Vivons le droit et la justice. Que tous ces méchants qui puent la pisse soient tous jetés ensemble en enfer. C'est moi qui écris cette prière, afin que les braves gens soient heureux. La seule solution, c'est l'éternel Dieu. La 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 cucu pampan, bientôt pour l'Iran. On va voir, ça sent fort. On va voir si Georges a des nouvelles à nous partager. Eric Big, justement, il fait ça. Pardon, sa pucelle, il ne monte pas aujourd'hui comme d'habitude. Il se fait désirer comme la diva du penthouse. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire 31 janvier 2026, c'est aujourd'hui, c'est Cham samedi. Excusez-moi, je viens de me réveiller d'une sieste très agréable. Voilà, j'ai bien dormi profondément. Donc, je suis réveillé, ça fait 10 minutes, hein, pour vous dire. Il est 13h34 en France, 1 heure de plus en Israël, il doit être 6h34 donc au Costa Rica. Et donc, aujourd'hui, on va faire un tour d'actualité. Hein. C'est encore une fois, on va dire, non, c'est pas Radio Balto. Pourquoi il écrit Radio Balto? C'est une erreur. Bon, je vais corriger ça pendant que Georges va nous dire bonjour. Justement, Georges est ponctuel comme quasiment toujours. Donc, on va tout de suite lui donner la parole et lui demander comment ça va, Georges, l'essoufflement, tout ça. Est-ce qu'il y a du mieux? Comment allez-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour, Georges. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonjour David, bonjour Big, je regrette qu'il ne vienne pas avec nous dans cette conversation d'actualité parce que il aurait été intéressant de voir son point de vue sur la France, en l'occurrence, hein, la politique française, surtout qu'il y a pas mal d'élections en ce moment communales et autres sur les mairies, donc ça aurait été bien de l'avoir, bon, tant pis. S'il peut nous faire un petit mot sur le chat, ça sera pas mal. En tout cas, bonjour à vous deux, puisque je pense qu'on n'est que deux, hein, David. Oui, on est que deux. Aujourd'hui, on est que deux. Bon.
Merci pour me demander de mes nouvelles, mais bon, ça s'arrange pas, hein. Quand on a un problème au cœur, c'est fini, quoi. On peut pas, ça s'arrangera pas. Ça peut que se détériorer. Bon, on va pas parler de ça, hein. Je vais vous dire, vous parler d'une personne. C'est la personne qui m'a intéressé le plus de toutes les actualités de la semaine, on va dire, et des informations en règle générale. Ça a attiré mon attention. Sarah J'en Knafo ou Marion Maréchal? Non, ni l'un ni l'autre. Non, figure-toi que non, figurez-vous que non, c'est pas ça. Son nom, son nom, j'essaye de le prononcer le mieux possible, hein. Fergan Azieri. Et ce monsieur-là, ce Fergan Azieri, est un musulman d'origine et il est français. Et il a écrit un bouquin qui est hallucinant. Et on l'a interviewé. Et cette interview, franchement, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Peu d'hommes, peu de femmes, politiques ou non, ont traité le sujet de l'islam comme il l'a fait. Et il a écrit ce livre en disant que le titre en lui-même n'est pas tellement éloquent, mais le contenu est extraordinaire. Bon, le titre, si vous avez envie de le rechercher, il s'appelle L'islam contre la modernité. Eh bien, il nous dit en substance, ce monsieur, il nous dit que l'islam est en parfaite décadence, qu'elle ne produit actuellement que très très peu d'hommes de grande valeur. Il donne des chiffres extrêmement intéressants, à savoir que, en gros, bon, je le savais déjà, mais ça me fait rien, c'est quand même bon de le rappeler. Il y a environ 25 à 28% de l'ensemble de la population mondiale qui est musulmane, donc environ un peu plus d'un quart. Donc, vous voyez, c'est quand même important. Et sur un quart de la population mondiale, il y a quasiment rien comme personnes qui découvrent quoi que ce soit, des personnes de grande valeur intellectuelle, morale, etc. Il y en a très peu. En fait, ceux qu'ils ont exporté, c'est le djihad. Il décrit la religion musulmane comme une décadence totale, une question d'arriéré, basée seulement sur la haine du juif, mais aussi la haine de l'Occident. Bref, il nous a fait un éventail absolument hallucinant. Et ce qu'il décrit, et les chiffres qu'il donne, hein, tout le long de son livre, est quand même intéressant parce que ça dénote exactement la réalité du monde musulman en ce moment. Alors bien sûr, il ne fait pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Alors il rentre dans la sémantique du terme, etc. Mais c'est un personnage qui est, même les gens de droite, soi-disant, n'ont jamais abordé le sujet sous cet angle-là. C'est une condamnation flagrante de l'islam, de la religion, de son mode de vie, et aussi il parle bien sûr de la façon de s'accoutrer comme au Moyen Âge, etc. Bon, vraiment, un personnage qui a attiré mon attention, donc j'ai voulu vous dire 2 mots à ce sujet. Je poursuis après. Je vous laisse la parole. Mais je l'ai peut-être vu, mais comme ça de nom, ça me dit absolument rien. Donc vous allez pouvoir poursuivre. Juste une petite chose qui n'a peut-être aucun rapport, si vous êtes d'accord. Vous savez, moi en 2026, j'ai pris plusieurs bonnes résolutions. Pour l'essentiel, je vais les garder personnelles, hein, et intimes. J'ai fait un petit écart vers le 17-20 janvier, mais j'arrive à tenir pour le moment mes résolutions. Et là, Georges, je viens de vous entendre dire, en me parlant, au lieu de me dire figurez-vous, vous m'avez dit figure-toi. Vous m'avez tutoyé. Eh bien, si vous le souhaitez, on se connaît depuis un moment, ça me ferait bien plaisir que vous, si ça vous va, que vous me tutoyiez. Voilà, il y a plein de gens ici qui sont passés, qui m'ont insulté, qui m'ont dit des choses méchantes en me tutoyant, etc., et qui ne méritaient pas de me tutoyer. Donc voilà, c'est pas grave. La page est tournée, mais en ce qui vous concerne, si vous le souhaitez, vous pouvez me tutoyer. Je me sens, moi, assez proche, en tout cas, de vous pour cela. Voilà, ça c'est un petit truc qui n'a rien à voir. Non, vous pouvez poursuivre
sur ce personnage et nous expliquer pourquoi il a suscité autant votre intérêt, même si vous avez commencé à le faire. Donc je vais couper mon micro et comme ça je vais boire un verre d'eau en vous écoutant. Alors, il est passé sur des chaînes sur YouTube, hein, bien sûr. Il peut pas passer dans un média important parce qu'en disant cela, d'ailleurs, il va être certainement avoir des problèmes au niveau euh, des, on va dire de l'ensemble de la classe aussi bien politique, les filles, etc. Parce que pour déclarer ce qu'il déclare, c'est quand même et en plus c'est la vérité. On peut pas le nier. Le monde musulman est en décadence. Alors, il est parti même de très loin. Il est parti même des empires qui étaient avant l'islam. Et quand l'islam a conquis une partie de ces empires, parce que lui, l'Empire ottoman a été quand même important, il a rappelé toutes ces choses-là. Il a dit, au lieu d'utiliser un peu le bénéfice de ces anciens empires, de ces anciennes, comment dirais-je, civilisations, eh bien, il n'a fait que écraser tout et ne pas prendre en compte le bien, mais ne prendre que le mal. Et en fait, toutes les colonisations faites par l'islam, ça n'a été qu'une suite de baisse, de dégradation. Et en fait, il a abordé le sujet de la modernité parce qu'il parle en ce moment du présent. Mais dans le temps, c'était la même chose. L'islam n'a fait que détruire. Donc, pour dire cela, il faut être quand même assez gonflé parce que en disant le quart et le dixième de ça, eh bien, on se retrouve avec une cible dans le dos et puis on voit ce que ça coûte. Hein. Ça coûte la mort en fait. Hein. Donc, ce personnage est non seulement extrêmement courageux, il est français d'origine comorienne, il est noir. Alors, vous voyez, c'est un personnage qui est foncé, pas entièrement noir, mais foncé, disons, et qui est d'origine musulmane et qui aborde le sujet d'une façon réelle, précise, tout en étant de cette communauté, en fait. Moi, j'ai pensé à une chose, il y a très, très, très longtemps. Et quand j'ai vu, il y a très, très longtemps, c'est-à-dire plus de 35 ans, et je me rappelle très bien de cette idée, d'ailleurs, je l'avais même écrit, j'avais imaginé que la France allait devenir musulmane, que les conquérants musulmans sont beaucoup plus forts. Je l'avais déjà imaginé, donc vous voyez, quand j'étais en France, ça veut dire il y a plus de 35 ans, oui, 40 ans, on va dire. Et je me suis dit, les seuls qui défendront la laïcité, la démocratie, ça sera les propres musulmans. Mais là, je me suis trompé, hein, parce qu'il y en a, bien sûr, en ce moment, il y en a quand même pas mal, mais il y en a très peu par rapport au nombre de musulmans qui vivent en France. Et moi, j'avais imaginé que justement, l'immigration qui avait fui l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et puis autres pays encore d'Afrique, qui est à tendance musulmane, quand ils se sont réfugiés en France, j'avais imaginé qu'ils allaient défendre un pays qui les avait accueillis. Je me suis trompé. Là où je me suis trompé, c'était ça. Mais je savais qu'ils allaient nous envahir d'une façon ou d'une autre. Mais je me suis dit, il y aura une proportion importante de personnes qui défendra d'une façon précise et importante et forte leur point de vue, tout en étant de la même communauté, c'est-à-dire la communauté musulmane. Qui a, qui, et ce qui s'est passé, eh ben, ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Bien entendu, il y a quelques personnages extraordinaires, comme celui dont je viens de vous donner le nom, et qui a écrit cela, mais il y en a d'autres. Mais par contre, l'ensemble de la classe musulmane est totalement muette. Ça, il ne revendique rien, il ne parle pas, et c'est la soumission de l'Europe et se soumet à l'islam, mais l'islam ne remet pas en cause ses convictions, bien au contraire. Ils sont avec les extrémistes. Même s'ils ne disent rien, ils consentent. Voilà pour cette un petit entretien que je voulais vous raconter. J'ai d'autres choses à vous dire sur l'Iran, ben, bien sûr, on en parlera, mais ça, c'est d'un personnage qu'il fallait justement, Fergan Azieri. Il fallait que je le soulève parce que il a une certaine importance en ce moment.
Je coupe. Pouvez-vous m'épeler le prénom et le nom? Je vais l'écrire dans le chat si jamais quelqu'un passe et souhaite. Alors allez-y, je vous écoute. Alors, il s'appelle Fergane, Fairgane, et son nom Aziri, c'est Aziri. Et le livre qu'il a écrit, c'est l'islam contre la modernité. Alors, il parle bien sûr du présent contre la modernité, mais bien entendu, hein, il rappelle les lois archaïques du Coran qui n'ont pas changé vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des homosexuels, etc. Tuer, massacrer, couper les mains des voleurs, manger avec les doigts, enfin tout ce rituel que le Coran met en exergue et qui en fait est contraire à toute sorte de modernité. Donc là, on retrouve le titre du livre. C'est un personnage vraiment peu commun, surtout en parlant comme ça. Je pense qu'un homme musulman aurait eu du mal à écrire ce genre de choses, parce qu'on l'aurait traité immédiatement d'anti-musulman, islamophobe, raciste, tout ce qu'on veut. Mais lui, c'est difficile de le traiter d'islamophobe. Il est lui-même musulman. Voilà, pour répondre, pour raconter un peu cette nouvelle. Je coupe. D'accord. Ben, j'ai noté ça sur le chat. Je dirais deux, trois mots là-dessus, si vous le souhaitez, Georges, pour répondre. Juste avant que j'oublie, comme on est au début de l'émission, je voudrais dire quelque chose à Eric, qui est en chat, sans animosité aucune. Il m'a écrit un message, alors je pense pas que je casse un secret, hein, en me demandant de regarder une vidéo, un débat de 1h15, 1h17, entre Thomas Guénolé, donc un penseur de gauche, on va dire, qui était même chez Cyril Hanouna à une époque, donc très anti-sioniste, bref, une pensée très mélanchoniste, même si je pense pas qu'il fasse partie de LFI, en tout cas officiellement, et un soi-disant, Georges, défenseur d'Israël sioniste. Bon, comme à chaque fois, j'ai une petite faiblesse pour les demandes de Eric. En plus, Eric, souvent, lorsque je lui ai demandé de prêter son numéro de téléphone pour débloquer une chaîne, il a toujours répondu présent. Donc voilà, c'est normal de faire du donnant-donnant et de ne pas rejeter en bloc, même si je vous assure que je déteste ce type de faux débats, de faux duels. C'est assez pitoyable généralement. Et donc là, j'ai tout de suite dit à Eric, hein, c'était ce matin, j'ai reçu l'email, je sais plus, à 8h30, 9h. J'ai dit, écoute, je vais regarder ça, comme ça, si tu viens, on en parlera. Enfin, je me suis dit, voilà, on ne sait jamais. En plus, tu sais, quand tu dis, Eric, je ne monte pas aujourd'hui, on ne sait jamais quand est-ce que les émissions peuvent avoir lieu. J'habite Israël, comme tu le sais. J'ai confiance à 100% en l'intervention divine, mais probablement, il va y avoir probablement, hein, vraiment, hein, bon, je ne sais pas, moi, hein, encore une fois, je suis un ignorant, mais en tout cas, il y a énormément de bruit d'avion. Il risque d'y avoir une guerre totale contre l'IRN, on verra. Et évidemment, c'est Israël qui va recevoir des missiles. Hein. C'est comme toujours, c'est toujours comme ça retombe toujours sur notre tête. Donc, on ne sait jamais, moi, si je serais, enfin, comme on peut dire ça pour n'importe quel être humain, mais en tout cas, quand on est en Israël, on a entre guillemets, on est en sécurité dans le pays, mais on a tellement d'ennemis aux alentours, on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Donc voilà, tu n'auras peut-être plus jamais d'occasion de pouvoir monter si je ne viens plus faire une émission, à moins que quelqu'un, l'un d'entre vous, ouvre une chaîne, grand bien lui fasse. Bref, je voulais juste finir sur ce sujet-là. Donc, vous voyez, Georges, il m'a demandé de regarder une espèce de débat, enfin bref, dans une grosse chaîne YouTube. J'ai commencé à regarder, c'était très très pénible parce que le soi-disant défenseur d'Israël, finalement, était une vraie carpette, minable, vous savez, un petit peu comme les Golnadel, les Finkielkraut, etc. Et Guénolé, il n'est pas mauvais en rhétorique, en sophisme, il manie très très bien, on va dire, la mauvaise foi, même si c'est pas très bien de dire ce que je dis, mais bon, il manie bien la mauvaise foi. Euh, et donc, il l'a balayé, il l'a laminé, je veux dire, avec ses tournures de phrases, ses attitudes, ses mimiques. L'autre était pitoyable. Il a laissé dérouler, dérouler, dérouler
le gauchiste antisioniste. Et à chaque fois, j'écrivais à Eric au bout d'un quart d'heure. Ah, c'est fatigant, au bout de 20 minutes. Je lui ai écrit plein de fois pour lui dire ce que je ressentais, entre guillemets, hein, que c'était vraiment chiant. Et au bout de 52 minutes, je vous avoue, genre, je n'en pouvais plus de cette discussion. Mais quand je pense à nos discussions que nous avons, euh, sans, on va dire, sans flagornerie, sans prétention, qui sont, mais si on devait donner un niveau, allez, elles sont peut-être à 80 sur 100, une note de 80 sur 100 ici, et là, le débat était d'un niveau peut-être de 8 sur 100, minable. Et à chaque fois, j'écrivais à Eric des messages en lui disant, oh là là, j'en suis à 20 minutes, c'est fatigant. Quand je donnais des petites appréciations, quand il y avait un qui, à un moment donné, il y a eu 2 ou 3 bons moments, pas bons moments, mais en tout cas, tentatives de contrarier la pensée gauchiste qui était correcte, hein, il n'y avait pas à dire. Mais à chaque fois, l'autre se réfugiait derrière le peuple J8F, etc. Bref, c'était lamentable. Et au bout de 52 minutes, donc je vous ai dit, j'ai jeté l'éponge. Et Eric me répond instantanément, tu auras bien essayé. J'ai trouvé ça très culotté de sa part. Je lui ai d'ailleurs répondu, j'ai dit, attends, je viens de me taper 52 minutes sur 1h17, c'est un petit peu plus que essayer. Voilà, essayer, c'est si j'avais regardé 5 minutes par-dessus la jambe. Là, effectivement, soit c'était du foutage de gueule, soit c'est vraiment un manque de persévérance. C'est vrai que si j'avais regardé 5-10 minutes, sur 1h15, il aurait pu me dire, t'as essayé. Mais quand j'ai regardé les 3 quarts de l'émission quand même. Donc, c'est pas essayer. On peut dire que je l'ai regardé dans son intégralité, moins 20 minutes. Voilà, sur 1h17. Donc voilà, encore une fois, alors je sais pas s'il fait attention à ce qu'il écrit ou s'il en a rien à faire. Enfin bref, c'est une petite parenthèse, mais voilà, je préfère l'évacuer en début d'émission, comme je sais que des fois il s'en va vite. Euh, voilà, je sais pas. Après, j'essaie de lui demander ce qu'il ré... je sais pas ce qu'il y a dans la tête d'Eric. Je vous dis franchement, depuis plusieurs mois, je comprends pas ses attitudes. Voilà, je comprends rien. Je sais même pas. Il nous disait à une époque qu'il était sioniste, mais j'ai l'impression qu'il a une attitude très anti-sioniste. Encore une fois, c'est une hypothèse. J'ai l'impression qu'il souhaite toujours dès qu'on parle de moi, ma référence numéro 1, c'est la Torah, c'est comme ça, parce que c'est une théorie mathématique, et à chaque fois, ça le braque. Euh, j'ai l'impression qu'il est en monosujet dans sa tête là-dessus, vous voyez, je lui parlais l'autre jour avec Georges, je sais plus, du paradis d'Éden, et tout de suite, ça le braque. Lorsqu'il vient en studio, avant, il supportait la contrariété, maintenant, il claque la porte, il s'en va. Je trouve que c'est pas du tout une attitude constructive. Pourtant, Georges prend sa défense. Georges l'appelle tout le temps. C'est un environnement, on peut dire. Je sais pas, Georges, ce que vous en pensez, mais même à l'époque de Marcel Richard, quand il venait, c'était plutôt un studio apaisé. Je disais, qui faisait chauffer quelque part les problèmes, c'était le Thaïlandais et un peu moins la tête de fion de Los Angeles. Mais franchement, en ce qui vous concerne, et même encore une fois, Marcel Richard qui est absent, même s'il racontait des âneries, il était plutôt pacifique dans la discussion. Et là, aujourd'hui, l'environnement est complètement apaisé. Bon, des fois, il y a Michel Navarre qui vient mais Michel Navarre est une femme. Je veux dire, il faut quand même garder un petit peu de courtoisie. C'est pas très grave. Donc voilà, on est dans un environnement vraiment bien apaisé, moi je trouve, en tout cas. Et Eric, on a l'impression qu'il est sur un champ de mine. Ah non, je viens pas cette semaine. Ah ben non, quand je viens ceci ou cela. Enfin bref, c'est des circonvolutions permanentes. Et voilà, moi je suis pas hypocrite, et encore moins depuis 2026, aménager la chèvre et le chou. Donc je trouve que c'est une attitude, je sais pas, inqualifiable, vraiment. Alors qu'on essaye on est en petit comité. Moi, je trouve ça très sympathique. Bon, s'il y avait 5000 abonnés et puis des gens qui se bousculaient pour venir nous parler, pourquoi pas. Mais on l'a déjà connu avec Radio Responsable et c'était beaucoup plus tendu et c'était beaucoup plus compliqué à modérer ou à animer. Alors que là, je vous dis franchement, c'est les doigts dans le nez, c'est facile. On discute, on ceci, chacun a son temps de parole qu'il souhaite jusqu'au bout. Donc je trouve qu'au contraire, c'est un environnement vraiment sympa quoi, pour discuter de tout. On a fait des radios libres, là, on revient sur l'actualité après 2 ou 3 semaines
où on a fait des sujets dont Georges nous avait proposé, des sujets un peu psycho-philosophiques, etc. Donc voilà. Euh, voilà, Eric, voilà, il réagit que dans la guerre. Je savais qu'il allait réagir là-dessus, je le connais par cœur. Tu vois, Eric, je te connais par cœur. J'appuie sur un bouton et tout de suite, ça se déclenche. Voilà, Eric qui nous dit pourquoi je te semble antisioniste avec une point d'interrogation. Faut forcément croire en la Torah pour être sioniste. Écoute, j'ai fait cette réflexion à dessein. Je savais exactement que tu allais. Bon, je savais pas exactement, je suis pas encore prophète, que tu allais écrire exactement ça. Mais je savais que tu allais te faire connaître dans le chat. Donc tu vois, si je voulais te manipuler, ce serait vraiment très simple. Je sais où appuyer pour que Eric Big s'enflamme et commence son cirque. Donc je vais même pas répondre à ta phrase. Je vais fermer, excusez-moi, cette parenthèse de 3 ou 4 minutes que je viens un petit peu de gaspiller, mais c'était pour pouvoir discuter tranquillement avec Georges sans penser à ça. Ben, je vais même pas. Moi, je rentre plus maintenant dans la polémique avec les gens qui sont dans le chat. Voilà, en tout cas, peut-être les nouveaux venus par courtoisie, mais toi, tu es un ancien. Si tu as envie de discuter comme un homme, eh bien, tu montes en studio comme un homme, comme Georges, comme moi. Mais si tu veux faire ta petite gisquette, ta petite, j'ai écrit la petite pucelle dans le chat. Je trouve que c'est un bon terme là en ce moment. Donc, si tu veux rester avec ta petite pucelle enfin, faire la petite pucelle dans le chat, eh ben, je vais pas répondre. Voilà, je veux pas me fatiguer. Ok? Alors, tu penses ce que tu veux. Je veux pas rentrer encore une fois, je suis pas en animosité. C'est ton choix, hein, c'est ton libre arbitre. Mais c'est juste que c'est fatigant, cette espèce de tortiller du cul. Excusez-moi, Georges, hein, pour l'expression, hein, mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui tortille du cul en nous faisant croire, en se transformant en princesse d'Angleterre ou princesse d'Écosse, je ne sais pas, en se faisant désirer comme si c'était la star. Ah ben aujourd'hui je viens pas. Ah ben demain peut-être. Ah ben la semaine prochaine. Tatati. Vous savez comme s'il fallait envoyer un faire-part à la duchesse de Windsor. Windsor là. Écoutez, il faut un petit peu redescendre au niveau de l'ego là parce que je crois que ton bourrichon il est un petit peu trop gonflé. Donc voilà. Moi je suis très très bien avec Georges. Si tu viens, c'est très bien. Si tu viens pas, écoute, moi ça ne me manquera pas. Donc il y a aucun problème là-dessus. Voilà. Tu sais, les absents ont toujours tort. Donc voilà, je clôt là-dessus. Ah, il y a Georges qui voulait dire un petit mot. Il va sûrement prendre ta défense, comme d'habitude. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Je coupe mon micro. Je vais ni prendre la défense, ni donner mon opinion concernant ce que vous venez de dire. Par contre, ce que je peux donner mon opinion, c'est sur les débats qui n'ont aucun intérêt. Et là, il y en a des quantités sur YouTube. Il y en a je regarde pas la télé parce que je n'aime pas, mais disons sur YouTube et sur les chaînes en règle générale. Et je ne regarde pas les débats comme ça, comme le débat que vous avez signalé. Et ce type de débat, je ne le supporte pas. Donc, c'est pas 20 minutes. Hein. Chez moi, ça dure 2 minutes. Dès que je vois et que je ressens une certaine gêne vis-à-vis des personnages qui pseudo-débattent, je coupe. Donc, par conséquent, je zappe souvent et j'essaye toujours de trouver plus ou moins ce qui est d'un niveau qui me paraît intéressant. Ou des fois, carrément des curiosités. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a pas mal. J'ai eu aussi je suis beaucoup Florence Berger-Blecker, j'espère que je prononce bien, et qui parle du halal et du marché halal. Eh bien ça a été intéressant parce que j'ai appris certaines choses. Donc il existe des débats ou tout simplement des interviews qui sont de valeur. Il n'y en a pas des quantités, mais il y en a. Alors, ne perdons pas le temps avec des faux débats qui n'apportent rien, qui ne qui sont que comme de la poudre aux yeux. Donc, en général, c'est déjà bien organisé par les organisateurs. Ils ont déjà tout réglé. Ils savent très bien ce qui va se passer. Donc, ce genre de débat, je ne le regarde pas. Donc, David, vous avez vu, enfin, si tu as vu pendant 20 minutes, 25 minutes, eh bien, personnellement, je n'aurais pas regardé. Peut-être 1 minute, le temps de me rendre compte de la situation. Mais certainement pas Mazo pour supporter 35 minutes ou le temps que vous avez supporté. Certainement pas. Donc, voilà, je voulais dire au sujet de ces débats. On peut continuer, si vous voulez, sur un autre sujet.
Oui, oui, on va continuer sur autre chose. Alors, bien évidemment, moi, c'est même pire que vous, Georges. Vous y passez 2 minutes, moi, j'y passe 0 minute. Voilà, je ne clique même pas parce que, voilà, lorsque j'étais sur Discord, des énergumènes de ce type, avec du sophisme et rien vraiment d'honnête. Tu sais, moi, j'aime les faits, la logique, le bon sens, et là, il n'y a ni fait, ni logique, ni bon sens. Mais comme Eric me l'avait demandé, c'est vraiment pour Eric que je me suis astreint, c'était une astreinte, Georges, à 52 minutes de cette discussion, et encore, c'est méchant pour le mot discussion, d'avoir regardé ça. Pour vous donner juste un petit exemple d'argumentation, si on peut appeler ça comme ça, encore une fois, hein, excusez-moi pour la langue française, dès le départ, le gauchiste a redéfini le sionisme, vous vous rendez compte? Alors que le sionisme, c'est très très simple, encore une fois, c'est que Israël a des frontières ancestrales et que Israël et le peuple hébreu est le peuple le plus ancien encore existant à avoir été sur cette terre, à y avoir habité et à avoir eu le royaume, les royaumes du peuple hébreu, tout simplement. Il y a des preuves maintenant depuis les textes de Qumran, 800 ans avant Jésus-Christ. Aucun autre peuple n'est aussi ancien sur terre, vous le savez, Georges, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Et le gauchiste a réussi à redéfinir dès le départ le sionisme en parlant qu'il n'y a pas, je sais pas quoi, il n'y a pas d'hierarchie de l'ADN, qu'avant il y avait les Cananéens et les Phéniciens, ou je sais pas quoi. Il nous a fait soi-disant un cours d'histoire à 3 francs 50. Et l'autre, qui est censé être sioniste et défenseur d'Israël, a abondé dans ce sens. En parlant après, ah oui, mais le sionisme, c'est le droit à l'autodétermination. Vous savez, il a pris des termes juridiques actuels, en tout cas d'après 1900, d'après la Deuxième Guerre mondiale, pour une situation ancestrale où il y a eu un exil du peuple hébreu, vous savez, où les Hébreux ont été persécutés tant qu'ils n'étaient pas revenus sur la terre d'Israël. Donc voilà, c'était très très simple de recadrer le petit gauchiste. Or, le soi-disant porte-parole d'Israël autoproclamé, qui a une chaîne YouTube avec 300 000 abonnés, genre c'est pas rien, hein, 300 000 abonnés, je crois. Hein. Et donc, il est très écouté. La vidéo, elle était à 400 000, je crois, quelque chose comme ça. Faudra regarder. Alors que nous, on a des lives à 20 vues, 30 vues entre nous, mais on parle du bon sens. Donc, je veux dire, je mets au défi quiconque, si ça arrive, de trouver une parole qui n'est pas de bon sens ici, qui n'a pas été, on va dire, percutée par justement un antagonisme, que ce soit de vous, de moi ou quoi que ce soit, pour dire ah ben non, là, c'est pas très juste, ça ne correspond pas, nanani, nanana. Eh bien non, là, le petit gauchiste a déroulé toutes ses définitions. C'était abject, c'était ça au bout de 5 minutes et je m'en suis coltiné 52 minutes. Donc voilà, je voulais évacuer ça justement parce que ça laisse un petit peu de traces, mais ça y est, je viens de tirer la chasse. Je passe à autre chose. Juste avant que vous passiez aussi, vous, à un autre sujet, je voulais quand même répondre. Alors, c'est Florence Bergeau-Blaclair, je crois. Hein. C'est vrai que c'est un nom un peu compliqué. Une dame très sympathique et même physiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Georges, il y a des gens qui ont un physique de leurs propos. Je répète, il y a des gens qui ont un physique de leurs propos. C'est-à-dire qu'ils sont de bonne foi, ils disent les faits, et elle est très agréable, cette dame. C'est un vrai plaisir de l'écouter, je vous rejoins là-dessus. Elle a une espèce de luminosité très, très agréable. Donc voilà, on pourra en rediscuter. Je voulais revenir sur le livre, parce que le livre me dit quelque chose. Le livre de la personne dont vous avez parlé, ISLM contre la modernité. Je crois que sur CNews, ils en ont parlé. Je pense, et j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, Georges, tout ça, c'est de la fumisterie. Voilà. Lorsque vous dites oui, même un Zulmu, enfin, il a plus de poids de parler de ça. Il se met une cible sur dos. Moi, je vous dis franchement, peut-être j'aurais été plus tempéré avant le 7 octobre. Et excusez-moi encore une fois d'être buté sur cette date, mais je vous l'avais dit hein, sur l'antenne, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que j'en ai vraiment strictement rien à foutre qu'il y ait, excusez-moi du terme encore une fois, hein, un cafard gentil, un cafard méchant. Je veux dire, je sais, hein, c'est peut-être pas très juste de ma part, je le reconnais, mais depuis le 7 octobre, les cafards, c'est les cafards. Donc, gentil, pas gentil. Alors, bien évidemment, je vais essayer de discerner. Et s'il y en a un qui est comme, il y en a un qui vient, bon, je crois il est pas de religion cafard, Michel Fayed, il y en a deux ou trois comme ça sur CNews qui sont très sympathiques. Bon, ce sont des poissons volants, ce ne sont pas la majorité de l'espèce.
C'est évident, je leur ferai jamais de bobo. Mais sinon, je vais pas en faire des références. Je vais pas perdre mon temps, encore une fois, à écouter des cafards, même s'ils critiquent d'autres cafards. Vous savez, Georges, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et c'est une grosse goutte d'eau quand même. Je viens de publier une vidéo sur la chaîne. Vous avez un des héros du 7 octobre, un jeune Israélien, un policier qui a été courageux avec un petit revolver qui a essayé de faire face à une dizaine de cafards surarmés, de kalachnikovs, de grenades. Bon, il s'en est sorti, hein, il décrit tout ce qu'il a vu, les têtes sur les routes, à Sderot, décapitées, parce qu'ils n'ont pas fait que tuer les gens, ils ont été avec des haches et des couteaux, couper les têtes de ceux qu'ils avaient tués, les balancer comme au football, mélanger un peu tout ça en rigolant, voilà, comme si c'était la fête à Euro Disneyland. Donc, face à une telle barbarie que peut-être vous pouvez vous figurer, mais que lui a vécu sur place, comme beaucoup d'Israéliens ont vécu sur place, c'est pas simplement un traumatisme, c'est quelque chose d'extrêmement palpable encore aujourd'hui, plus de 2 ans plus tard. Donc là, il y a plus à tortiller du croupion et tous ces pseudo, on va dire lanceurs d'alerte du côté Julmu, pour moi, ils peuvent pisser dans un violo autant qu'ils veulent. Ça ne m'intéresse pas. Déjà, il y a les taquillis, là, ceux qui font la dissimulation, qui font genre d'être gentils alors qu'ils sont méchants. Et même s'il y a des vrais gentils, bah, tant mieux pour eux. Leur livre, quel qu'il soit, Georges, ne va rien changer. Et c'est ça que je voulais pas vous interrompre. Mais quel est le problème? Le problème, je pense que vous pouvez être d'accord avec ça, c'est la démographie. D'accord. Vous avez bien vu, enfin, ça fait 40 ans que vous avez été en France, mais votre femme y a été il y a pas longtemps. Moi, j'y étais en 2023, c'est très récent. Même pas, qu'est-ce que je dis en 2023? Je suis fou, 2023, c'était en Amérique. J'ai été l'été dernier, hein, 2025. Bah oui, j'ai été refaire mes papiers puisque c'était la guerre, il y a eu la guerre avec l'IRAN, avec les blocages d'avions, etc. Donc j'y étais il y a même pas un an. Bref, c'est terminé. Vous savez, la messe est dite. La messe est dite. Il peut écrire tous les ouvrages qu'il veut. Il y a eu vous savez, voilà, je vais clôturer là-dessus pour passer à un autre sujet si vous le souhaitez. On va pas faire mono-sujet non plus. Prenons Mélenchon. Souvent, entre guillemets, la vérité vient des ennemis d'Israël, lorsqu'il parle des faits, ou des ennemis de la France, si vous préférez. Qu'est-ce qu'a dit Merluchon, il n'y a pas longtemps? Il a dit, le grand remplacement, pourquoi pas, oui, 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 on a gagné, vous avez perdu. Enfin, je sais plus comment il a tourné sa phrase, mais il est fort hein, pour tourner des phrases. Et il a dit, on a gagné, ça y est, vous avez été remplacé. Donc vous voyez, eux-mêmes, c'est pas les détracteurs, c'est pas Philippe de Villiers, c'est pas Bergeau-Blaclair, c'est Merluchon lui-même qui s'adresse pourtant à la clientèle des cafards, s'est adressé au pupitre de je ne sais plus quelle cérémonie ou je sais pas quoi en disant ça y est, la France a été remplacée. Cherchez pas à comprendre tous les nouveaux enfants pour 7 ou 8 sur 10, je sais plus comment il a, encore une fois, avec son talent oratoire, il a dit maintenant c'est créolisé. Et dans 30 ans, la majeure partie entre guillemets, des Français, si vous voulez, seront créolisés, donc avec des origines soit arabe, soit NOIR. Pour moi, je pense que c'est déjà le cas par rapport à ce que j'ai vu en France il n'y a pas longtemps. Peut-être votre femme aussi a vu la même chose. Donc voilà, là, le livre de votre ami, enfin de la personne que vous appréciez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui commenterait un match de foot après le résultat. Voilà, c'est genre la fin de la Coupe du Monde de football, le gagnant est désigné et quelqu'un va nous faire un espèce d'analyse post-mortem en nous disant ah ben il fallait faire ci, il fallait faire ça, il fallait pas faire ça, eux ils sont méchants, eux ils sont gentils. Voilà. Je pense que tous les auteurs, peut-être encore une fois, qui sont sincères, vous voyez, de bonne foi, gentils, avec des bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions aussi. Donc voilà, je vous dis franchement, je serais hypocrite d'y attacher une certaine importance, même si encore une fois, vous avez trouvé ça digne d'intérêt, je le respecte. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, après le 7 octobre, toutes ces choses-là n'ont strictement aucun intérêt. Je vous ai dit, moi maintenant, je vois les choses en, en deux camps, le camp pro-israélien ou sioniste et nos ennemis. Et donc, la façon de faire, qu'elle soit physique ou verbale quand on discute, elle est très très simple. C'est très très simple, hein, c'est très simplifié sur le sujet. Et en plus, je vous le dis encore une fois pour essayer d'être honnête,
je voyais déjà les choses comme ça avant le 7 octobre. Voilà, faut pas non plus que je fasse le Tartuffe ou je sais pas quoi. Mais je le gardais pour moi. Ça restait dans mon cœur, ça restait dans ma tête. J'essayais d'avoir une ouverture d'esprit. Je ne l'ai jamais dit sur une antenne quelconque, ni sur Discord, ni sur YouTube. Mais étant très sioniste, comme je le dis souvent, juste après Dieu, il y a David, entre guillemets, en ce qui concerne le sionisme. Il ne faut pas non plus avoir les chuis, mais moi, je suis pour le grand Israël, du Nil à l'Euphrate, je pense que vous aussi. Et j'étais déjà très, 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 comment on peut dire, extrême, très extrême, mais c'était dans mon cœur. Alors qu'après le 7 octobre, alors là, ça, quelque part, ça m'a donné entièrement raison en me disant, mais purée, faut vraiment ces cafards en finir, déjà pour le bien d'Israël, en priorité, en ce qui me concerne, c'est ce qui compte, et pour le bien de l'humanité. Voilà. Israël rendrait un grand service à toute l'humanité en éradiquant ces sales monstres. Voilà, j'ai fait vraiment un long tunnel. Je suis vraiment désolé, mais c'est un sujet brûlant. Vu que j'habite Israël, vu que je vois ce qui se passe, je vois l'état des gens, déjà que c'est pas des gens forcément très très sympathiques ici, mais depuis le 7 octobre, ils sont dans une espèce de soit dépression, soit compression, c'est-à-dire qu'ils sont très très stressés, les gens très énervés. Pourtant, l'Israélien est déjà énervé de nature. C'est pas des gens très calmes. Pour un petit détail, ils vont s'énerver. Mais là, bon, quelque part, il y a une bonne raison de s'énerver. Alors, vous savez, tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit avec quelqu'un qui fait le gentil ou qui est gentil du côté ARABE, cafard ou pas, comme on dit, ça n'a pas vraiment le moindre effet ni la moindre importance. Donc voilà, je m'arrête là et je vous laisse repartir sur le plan de l'émission si vous souhaitez aborder bien évidemment d'autres sujets parce que voilà, je pense on a fait le tour là-dessus et j'espère que vous m'en voulez pas de balayer ce monsieur, ce brave monsieur. D'ailleurs, ça doit être un brave homme, mais encore une fois, je suis pas dans cette optique maintenant. Je suis dans une optique vraiment de guerre. Voilà, je coupe mon micro. Bon, moi, je n'avais pas à juger s'il était bon, gentil, mauvais, faux ou qui servait à quelque chose. D'ailleurs, il n'a pas parlé d'Israël ni du sionisme. Ce personnage a tout simplement décrit l'islam. Et c'est ça qui m'a intéressé. En fait, sa façon de s'exprimer n'était pas politique. Il n'a jamais parlé du grand remplacement, de l'immigration. Non, il a tout simplement relaté l'islam et la religion en elle-même qui, logiquement, Et n'apporte rien à l'humanité. vous aviez besoin de lui pour apprendre des choses, Georges? Non, mais certaines choses que j'étais pas, certain, mais de toute façon, il a conforté aussi ma position et vis-à-vis, d'une personne qui s'est exprimée, avec éloquence, on va dire, connaissance de son thème et en plus sur ce sujet-là, j'ai trouvé ça donc intéressant. Bien, ben, sans plus, hein? Je vous ai dit ce qui m'a intéressé cette semaine. Vous avez compris au départ de la conversation, je vous ai dit que cette semaine, ce qui a porté mon attention, c'est ça. Bien sûr, il y a l'Iran, on va en parler dans un instant, si tu veux bien, on peut en parler. En fait, moi aussi, je vais stopper sur ce personnage. Je voulais dire quelque chose, je l'ai dit. Maintenant, je change de sujet, si tu le permets. Je voulais dire au sujet de l'Iran, parce que l'Iran maintenant est un sujet brûlant, on va dire, hein, et très important aussi, parce que je pense que réellement, voilà mon opinion personnelle sur l'Iran. Euh, je pense que Trump devrait agir d'une façon forte, brutale et rapide sur l'Iran. Faire chuter non seulement le régime, mais aussi à tous les gens qui sont autour de ce régime, pour faire véritablement table rase et recommencer quelque chose. De toute façon, je pense que ça pourrait être bénéfique, aussi bien pour Israël, bien sûr, c'est le principal intérêt, mais il n'y a pas qu'Israël, il y a aussi tout l'ensemble du Moyen-Orient qui pourrait être modifié. Donc,
Ce que j'espère, c'est la chute des ayatollahs et on va dire un bouleversement politique qui sera de toute façon certainement meilleur que les ayatollahs et pas autant hostile à Israël. Voilà donc sur l'Iran, on entend parler beaucoup de choses et puis tout est contradictoire. Un jour, Trump dit: «Oui, les nous allons arriver bientôt, on vous épaule, la la relève est rapide, on agira» et cetera. Bon, finalement, il y a encore rien qui se passe. Et il y a une chose que j'ai pas bien compris, c'est la position d'Israël, d'après ce qu'on dit, et bien sûr, parce que ça peut être aussi faux, mais d'après ce qu'on dit, la politique israélienne au début, c'était de retarder Trump pour l'attaque sur l'Iran. Alors il y avait la position israélienne, qui était d'ailleurs un peu la position, d'après ce que j'ai compris, du Qatar et de l'Arabie saoudite, qui voulait aussi pas d'intervention américaine en Iran. Bon, ça, cette position d'Israël, je ne l'ai pas compris. Il paraît que maintenant, la position est différente. Peut-être que vous en savez plus que moi sur le sujet. Moi, j'imaginais que Israël serait bénéficiaire si les ayatollahs sombrent. Voilà, en termes clairs. Bah, en ce qui concerne la position, encore une fois, je dirais pas d'Israël. Vous savez, je suis pointilleux sur les termes. Je dirais la position des dirigeants corrompus, comme tous les dirigeants corrompus, je suis désolé. BIBI est l'archétype le plus absolu sur Terre du dirigeant le plus pourri, le plus vraiment pourriture, vraiment, si ça n'avait pas été, encore une fois, BIBI aux commandes, il n'y aurait jamais eu de 7 octobre, Georges. On en a déjà parlé. Donc, son avis, sa position, tout ça, la politique ici, je ne peux pas vous répondre. Je suis vraiment navré. Ça ne m'intéresse pas. C'est un monstre qui devrait au minimum avoir les menottes au poignet, être enfermé pour avoir humilié Israël et les Israéliens aux yeux du monde. Georges, il a fait passer Israël, une grande puissance aux yeux du monde, courageuse et imperméable aux attaques, à une victime. Et ça, c'est impardonnable. Hein, le 7 octobre a fait passer Israël pour une mode de beurre dans laquelle on peut entrer et massacrer des enfants, des gens sur les routes, dans les kibbutz, etc., kibbutzim. Donc, c'est impardonnable. Alors, je ne vais pas, encore une fois, c'est comme avec le livre tout à l'heure dont vous avez parlé, je ne peux pas me baser sur des gens pareils. Donc voilà, je ne les écoute même pas. J'applique exactement la méthode dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est la même. Là-dessus, on se rejoint à 100%. Donc, je ne peux pas vous répondre. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, mon fort intérieur, euh, jusqu'à encore très peu de temps, même quelques jours, comme rappelez-vous, lorsque vous aviez pensé, je ne sais plus dans quelle émission, je crois il y a 3 ou 4 semaines, que l'intervention allait être imminente ou que ça allait forcément avoir une... Je vous ai dit, attention, je reste circonspect parce qu'on a vu que quand Israël a mis une raclée en quelques jours à l'Iran, on a vu tout de suite Trump arriver et mettre le holà euh, avec soi-disant des grands bombardiers B2 qui ont fait le job. Et ils ont stoppé Israël qui allait vraiment avoir une victoire magnifique comme aux temps anciens. Parce que l'avantage, entre guillemets, d'avoir supporté et vécu cet horrible 7 octobre 2023, c'est que Israël était en train de redevenir ce qu'elle a été jadis en termes militaires. Vous l'avez remarqué, je pense. Et là, donc, encore une fois, comme en tant qu'ignorant, je ne m'accroche pas à des positions, parce que sinon je serais encore une fois auto-dogmatique. Il faut bien reconnaître, si vous avez de la famille en Israël, en tout cas en ce qui me concerne, j'entends des gros porteurs. Voilà, dans le ciel d'Israël, tous les soirs, depuis plusieurs soirs, il y a des gros porteurs. Je connais très très bien la différence entre des avions de reconnaissance, des drones. Vous savez, à force d'être à l'armée, on reconnaît au son du moteur quel type d'avion est dans le ciel.
peut-être que vous aussi, en tant que guide, vous avez aussi une reconnaissance sur ces appareils. Et donc là, vraiment, c'est des gros porteurs, hein. C'est avec du gros matériel lourd, comme on dit, des troupes, transport de troupes, etc., etc. Il y aura peut-être quelque chose au sol qui va être fait. Je ne sais pas. Mais franchement, si tout ça, c'est du bluff, ah bah, c'est vraiment un gros bluff. Mais l'Amérique en est capable, hein. C'est des joueurs de poker, ils sont capables de faire un gros bluff. Mais moi, je ne crois pas trop à ce type de bluff parce que, soi-disant, Trump est en train d'essayer de relever l'Amérique financièrement. Pourquoi il dépenserait autant, il investirait autant d'argent en bluff? Ça n'a ni queue ni tête, ni sur une partie de poker, et encore moins en géopolitique, avec Jared Kushner, etc. Non. Là, actuellement, mon hypothèse, elle est plus vers une guerre imminente. Et ce que je vous avais pas dit peut-être la dernière fois là-dessus, c'est que si ça n'arrive pas encore tout de suite, c'est que il y a les cellules. Si j'en ai parlé, je crois, dans Radio Balto tout seul, quand je parlais pendant 50 minutes pendant la semaine, je pense que les nations ont peur et supplient l'Amérique de ne pas intervenir parce qu'ils savent qu'ils ont chez eux, la France n'en parlons pas, la Belgique n'en parlons pas, ils ont des cellules terroristes encore plus que les métastases d'un cancer en phase terminale 4. Hein. Les cellules terroristes dans le monde, en Europe en particulier et sûrement en Amérique, mais bon, les Américains, ils s'en foutent quand ils y vont, ils y vont. Il y en a des centaines, des milliers. Et je pense qu'ils ont un petit peu une appréhension. Ils savent que l'IRN a une grande gueule en disant vous allez voir ce que vous allez voir. On a bien vu qu'ils étaient nuls et que c'est pas pour amoindrir la force d'Israël, mais on a vu quand même qu'en quelques jours, Israël avait balayé toutes les défenses de l'IRN, alors qu'on nous présentait l'IRN comme une grande puissance militaire qu'elle n'est pas du tout. Vous voyez, ils sont minables. Hein, ils ne pensent qu'à leur vice et à encaisser l'argent. Et puis voilà, et puis c'est tout. Je veux dire, ils étaient ridicules. Donc, voilà, je pense que leur seul moyen encore de faire pression, c'est avec toutes ces petites cellules dormantes. Vous savez, quelqu'un qui a un couteau, qui est pro-RABE, on l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu avec des actes isolés comme ça, qui peuvent faire très mal. Rappelez-vous même les commandos de 2015 au Bataclan, etc., suite à l'opération, je crois, de François Hollande, je ne sais plus dans quel pays, à RABE, contre Daesh, avait soi-disant provoqué même s'il y a beaucoup à dire encore sur cette histoire, qui sont des choses qui restent très opaques, hein, sur le laisser-faire des services de renseignement. Enfin bref. Donc voilà, il semble qu'il va y avoir quelque chose, mais je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous donner des références médiatiques ou politiques, puisque je n'y croirais pas moi-même. Donc voilà, vous avez allumé votre micro, je coupe le mien. Alors, la thèse du terrorisme en Europe, je l'ai entendue pas mal de fois. Beaucoup de gens pensent comme tu viens de dire, à savoir que le terrorisme est un moyen de pression. Alors, moi, je ne pense pas du tout ça. Voilà ma façon de penser. Je trouve que le terrorisme en Europe, il va pas devenir de plus en plus important. Bien au contraire, il va baisser de plus en plus. Pourquoi? D'après moi, eh bien parce que le terrorisme en France avait besoin de s'exprimer il y a quelques années, c'est-à-dire une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Or, maintenant, faire du terrorisme en Espagne, à Bruxelles ou en France, il n'y a aucun intérêt parce que l'islam est quasi au pouvoir. Ce qui lui manque en ce moment, c'est pas, il va pas l'avoir par le terrorisme, par la force. Il va l'avoir tout simplement par les urnes. Ils sont plus nombreux. C'est un pays qui leur appartient. Donc, il n'y a rien à détruire. Au contraire, c'est comme s'ils avaient pris une possession d'un appartement, ils ne vont pas le détruire, puisqu'ils sont à l'intérieur de l'appartement et qu'ils y vivent. Donc, je ne pense pas que le terrorisme en lui-même va progresser. Voilà ma façon de penser. Il peut y avoir, bien sûr, de l'antisémitisme, il en a déjà. Mais ça, oui, parce qu'on s'adresse à une classe de population, une partie de la population qui veulent faire disparaître de la face de l'Europe. Voilà. En France, en Espagne, ce qu'ils souhaiteraient, l'islam, c'est qu'il y ait pratiquement plus de juifs ou d'hébreux. Enfin, c'est comme vous voulez. Mais par contre,
pour les Européens, c'est pas la même chose. Ils chassent le catholicisme, ils chassent la population non pas par la terreur, mais par tout simplement parce qu'ils sont plus nombreux. Ils rentrent dans un quartier, ils, ils achètent les magasins, ils parlent en musulman, arabe, ils vivent comme c'est leur coutume, et donc par conséquent, les Européens fuient ces quartiers. Donc ce n'est pas une conquête maintenant véritablement par le terrorisme, mais c'est une conquête tout simplement par le nombre. Donc ce sont des pays qui vont être totalement islamisés dans peu de temps. Ils le sont déjà, mais totalement, pas partiellement. Et donc le terrorisme en lui-même, il n'y a pas lieu d'être. Voilà ce que je pense sur le terrorisme. Donc, dire que les ayatollahs vont agir en Europe pour montrer leur force, non, ils le feront pas. C'est pas leur intérêt. Leur Puis-je intérêt, c'est puis-je répondre à ce oui, que vous venez de dire, je coupe mon micro. Georges? Merci. Alors déjà, merci, hein, merci beaucoup de faire l'effort de me tutoyer. Je sais que c'est difficile de passer du vouvoiement au tutoiement, ça me fait très plaisir. Donc voilà, je l'ai bien remarqué, merci. Donc, premièrement, Georges, je partage tout ce que vous venez de dire. Donc, on n'est pas du tout en antagoniste. En gros, je vais résumer ce que vous venez de dire, et je souscris complètement. Pourquoi ces cellules dormantes ou les penseurs arabes se casseraient le cul, excusez-moi de l'expression, il n'y en a pas d'autre, ou se casseraient la tête, voilà, pour être poli, à fomenter des attentats ou à les perpétrer, alors qu'ils peuvent obtenir bien plus et qu'ils obtiennent déjà bien plus par infiltration. Voilà, politique, médiatique, culturelle. Donc vous avez raison, il n'y a pas de problème là-dessus. Je peux pas, on fait consensus. Il y a juste un défaut intellectuel dans ce que vous venez de dire. Vous êtes en train de raisonner comme une personne intelligente, au sens rationnel, Georges. Et vous oubliez le point le plus important, et je pense que vous n'avez pas dû fréquenter finalement, ou en tout cas vous avez oublié, moi je ne peux pas oublier, je suis en Israël, la nature de nos ennemis. Je vais vous raconter une petite fable en 30 secondes. Vous la connaissez. C'est le scorpion, que j'aime beaucoup les scorpions, ils sont gentils, mais bon, c'est pour la fable, qui veut traverser la rivière. Il y a une grenouille qui lui propose de traverser la rivière, ou lui, le scorpion, hein. Et donc la grenouille a le scorpion sur le dos, en plein milieu de la rivière, va piquer la grenouille, et la grenouille, avant de sombrer dans l'eau, dit au scorpion: pourquoi tu m'as piqué? Maintenant, je vais couler, et toi qui sais pas nager, tu vas couler aussi, on va tous les deux mourir dans la rivière. Et le scorpion lui répond: c'est ma nature, c'est dans ma nature. Et ça, vous l'oubliez. Vous réfléchissez en intellectuel. Or, la nature des ARABE, la nature des musulmans, c'est l'attentat, c'est la cruauté, c'est le massacre. Encore une fois, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est ça que dit aussi cette petite fable. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et je demande pardon à tous les scorpions de la terre qui n'ont jamais fait, bien évidemment, le moindre mal à qui que ce soit, ne sont jamais rentrés dans des kibboutz pour décapiter, mettre des enfants enfin bref, horrible. On voit, c'est dans leur nature. Le 7 octobre a coûté beaucoup au Hamas, puisqu'ils ont été quasiment éradiqués. Le 7 octobre a coûté beaucoup au HEZ-BOLA, puisqu'ils ont perdu les 3/4 de leur force de frappe. Vous avez vu les conséquences du 7 octobre, bien évidemment. Ça a fait mal à Israël, mais ça a réveillé Israël aussi. Et ça a permis des résultats qui auraient dû être, on va dire, accomplis depuis longtemps. La position du HMAS et de l'autorité soi-disant palestinienne était au beau fixe avant le 7 octobre. Il y avait toujours les vétos de l'ONU, l'Amérique de Biden qui souhaitait les deux États, etc. Ils ont perdu beaucoup plus qu'ils n'ont gagné. Ils se sont fait plaisir pendant une journée, ça c'est sûr, dans leur cruauté, dans leur monstruosité. Mais ça, je l'ai remarqué plusieurs fois, vous considérez parfois ces gens avec humanité. Or, c'est un problème dans votre raisonnement, ils n'ont aucune humanité. Ce sont des monstres. Donc, même si vous avez tout à fait raison, je le répète, qu'ils obtiennent et ils ont obtenu et ils obtiennent encore beaucoup de résultats par infiltration, bien plus que par les attentats, mais c'est dans leur nature de faire du mal, de faire souffrir. Ils sont comme ça. C'est comme ça. Je ne peux pas vous le dire autrement. Je suis désolé, c'est peut-être un peu faible sur le plan
encore une fois, de la démonstration, mais vous verrez, ils continueront. Ça, je peux vous le garantir à 99,9%. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'attaque contre l'Iran, mais ils trouveront toujours des prétextes pour tuer, pour poignarder, pour mettre des bombes, pour faire du mal. Ils jouissent de cela. Ils ont un réel plaisir à infliger des souffrances psychiques et corporelles aux autres. Voilà, je coupe mon micro. Oui. Et bien sûr, il y a du vrai dans ce que tu dis parce qu'en fait, l'histoire nous l'a démontré, en fait, tout simplement, hein. L'histoire nous a démontré que, en fait, ils avaient la possibilité de gagner, mais ils ont préféré tuer plutôt que de gagner tranquillement. Ils le font toujours. D'ailleurs, les razzias est un mot arabe, hein, ils ont toujours aimé ça. Faire la razzia, c'est tuer, piller, voler, violer, même si c'était leur propre territoire. Donc, ben oui, mon raisonnement est un raisonnement logique, c'est vrai, mais cette partie de déshumanisée qu'ont l'islam, bien, ça rentre pas dans le logiciel d'une personne logique, quoi. Voilà, c'est vrai, c'est juste. Je peux pas en dire plus, c'est la vérité. Ah ben ça me fait toujours plaisir quand on fait consensus. C'est c'est très spécial. Et tiens, pour faire plaisir à Eric, je vais vous donner, même si on est d'accord, hein, mais j'aime bien parler de la Torah et du Tanakh. Il y a vraiment des choses exceptionnelles, encore une fois, qui ne peuvent pas venir de l'être humain car elles sont trop parfaites. C'est pour ça que je sais que la Torah est vraie et le Tanakh probablement aussi. Et il y a un proverbe exceptionnel comme ça je sais même plus si c'est dans la Torah ou dans le Tanakh, qui dit les méchants sont comme la mer agitée, qui jamais ne se calme. Et vous en connaissez un rayon sur la mer agitée, puisque vous nous aviez raconté une anecdote où vous pensiez que c'était la fin pour vous dans une mer agitée. Et la mer agitée secoue, comme dit le proverbe, la boue et la fange. En gros, la merde, et elle fait du grabuge. Eh bien, ces gens-là qui sont très méchants, qui sont les plus méchants de la planète, eh bien, ils ne se calment jamais. Voilà. C'est leur moment, entre guillemets, de calme, et on le voit sur les vidéos du 7 octobre. Est-ce que vous vous rendez compte, si vous en avez vu quelques-unes, à quel point ils rigolent? On a l'impression qu'ils sont en train de faire une bar mitzvah, hein, comme chez nous, entre guillemets, une fête avec la coupa, un mariage, on dirait vraiment une fête de joie. Or que, or que là, ils sont en train de massacrer des gens, de décapiter, d'éventrer, de violer. Et ça les fait rire et ça les fait sourire, ils rigolent, et ils sont à deux de tension, ils sont pas du tout nerveux, ils sont dans un calme et d'une rigolade et une liesse. Mais c'est indescriptible et on peut pas commenter, enfin, j'aime pas le commentaire de toute façon, mais on peut même pas. C'est pour ça que c'est toujours débile quand on entend sur les plateaux de CNews quel est le mobile, quel est le motif. Les pauvres, ils ont rien compris. On entend des psychologues à 3 francs 6 sous nous parler, tiens, il faut évaluer psychologiquement celle qui a découpé en morceaux Lola, mais il n'y a rien à évaluer. Enfin, c'est très très simple, c'est exactement la fable qui est toute simple avec la grenouille et le scorpion. C'est dans leur nature d'infliger de la souffrance aux autres. C'est ça qui leur fait du bien. Et lorsqu'ils ne peuvent pas le faire, ce sont des gens qui sont frustrés, comme vous ou comme moi pourrions être frustrés devant un résultat qui ne tourne pas en notre faveur, devant, je sais pas moi, un échec peut-être professionnel alors qu'on a investi de notre personne pendant des mois d'études ou quoi que ce soit et que ça fonctionne pas, on peut avoir une frustration légitime professionnelle, par exemple. Bon, eh ben, on va faire une promenade avec le chien, on va faire un petit parcours qui va nous détendre, qui va évacuer, qui va nous permettre de digérer tout ça. Mais ça, c'est parce qu'on a des esprits rationnels, entre guillemets, là-dessus, Georges. Eux, ils ne l'ont pas. Ils sont dans une colère noire en permanence. Ils sont tant qu'ils, encore une fois, qu'ils ne peuvent pas déverser leur leur violence. Violence en hébreu, vous savez, ça se dit Hamas. C'est de l'hébreu. Hamas, bien avant que le groupe existe, vous vous rendez compte? Ça veut dire violence. Ce sont des gens, c'est dans leur, encore une fois, leur ADN.
Et tant qu'ils ne pratiquent pas, ils sont dans cette frustration. Mais c'est comme ça. Je sais que ce serait incompréhensible. Vous comprenez immédiatement. Voilà, vous tout de suite vous dites ah ben oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. Mais si je parlais comme ça à des occidentaux, à des politiciens européens, français, ils me traiteraient probablement d'intégristes, de fanatiques comme eux, de manichéens ou je ne sais quoi. Alors que c'est juste la réalité. Le problème, en définitive, Georges, il est très simple. On a affaire à des monstres d'une violence ils sont violents même avec leurs enfants, leurs parents. Vous avez vu que les mères à GAZA, quand elles perdaient leurs enfants, elles continuent à faire you 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 dans la rue parce que si leurs enfants s'étaient fait exploser en tuant un innocent, un Israélien, ils disaient ah you 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 et les religieux eux, ils parlent de 72 vierges au paradis lors d'un attentat. Oui, ils ont fait toute une sorte de faribole et de je sais pas quoi, de folklore, pour faire la fête, même là où vous et moi serions en deuil et en peine et dans l'affliction. Pour eux, c'est la fête. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes codes, ni sentimentaux, ni émotionnels, et encore moins intellectuels. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. De toute façon, nous sommes d'accord, mais je voulais vraiment développer en argumentation, si jamais un jour quelqu'un passe par là et écoute l'émission, qu'il ne pense pas, encore une fois, que c'est juste dit à brûle pour point, mais que tout cela peut être argumenté et factuel, surtout. Donc je coupe mon micro. Il y a fort longtemps, il y a longtemps, pas fort longtemps, il y a longtemps, avant le 7 octobre, donc avant ce massacre, j'avais entendu des Israéliennes, des femmes, qui disaient dans une interview, hein, et ils disaient, oui, les mères, c'était déjà des gens proches des gens de gauche et géographiquement proches de la frontière de Gaza. Et voilà ce qu'il disait. Je me rappellerai, ça m'a marqué. Il disait les mères israéliennes sont comme les mères palestiniennes et nous avons nos enfants, nous voulons le bien-être de nos enfants, etc. Et quand j'avais entendu ces personnes parler, c'était au sein d'une émission, il y a, comme j'ai dit, il y a plusieurs années, puisque c'était avant le 7 octobre. Donc il y a environ 5-6 ans. Et quand j'avais entendu ça, je me suis dit, mais les personnes qui parlent ne connaissent pas le monde musulman. Et les femmes musulmanes les mères musulmanes ne sont pas comme les mères juives. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux mentalités différentes. C'est ce que tu viens d'expliquer à l'instant, de me dire, et je le sais. C'est une nature qui n'a rien à voir avec une nature humaine traditionnelle et logique. Ces personnes-là sortent de notre entendement. Et quand j'avais entendu ça, je me suis dit, la personne qui est en train d'interviewer et ces personnes ne connaissent pas du tout le monde arabe. Alors qu'ils étaient israéliennes, alors qu'ils vivaient proche de la ligne de la bande de Gaza, et j'avais entendu un discours pareil. Je me suis dit, c'est une erreur fondamentale. Ils se trompent. Voilà. Donc, je le sais que c'est leur nature. Et je suis bien placé pour le savoir. Ce qui s'est passé en Algérie, j'étais très jeune et je l'ai vite compris. Ils n'avaient pas la même mentalité. Ils ont toujours tué, ils ont toujours assassiné, coupé la gorge. Il y a qu'eux qui coupent la gorge au couteau. C'est dans leur ADN en quelque sorte. C'est vrai. Donc tout à l'heure, ce que j'ai voulu dire, et j'avais réfléchi parce que le monde du musulman proche des frères musulmans adopte une politique moins terroriste, mais plus on va dire, de conquête d'une façon légale. Voilà. Alors que d'autres ne le font pas. Mais c'est vrai que leur nature, c'est tuer. Ouais. Voilà, ça m'a rappelé ce souvenir et cette conversation qui avait eu lieu entre une personne qui avait le micro, donc je présume un periodiste, une personne, un journaliste, pardon, je sais pas l'espagnol, un journaliste et des femmes israéliennes. Je coupe. Ouais, non, ça m'étonne pas. Je l'ai souvent vu, même sur I24 News.
Et le pire, genre, vous allez tomber de votre chaise, alors j'espère que vous êtes bien assis. Alors, cette mentalité, vous savez, de peace and love, elles souffrent aussi quand elles perdent leurs enfants. Je ne sais pas si c'est un aveuglement idéologique ou le fait de se mentir à soi-même et de croire aux éléphants roses. Mais tous ces gens qui étaient au festival Nova, ces jeunes, le, le mot de pourquoi ils ont fait ce festival, en tout cas le mot d'ordre, hein, bien sûr, les jeunes voulaient prendre de l'ecstasy, danser sur la techno, bon d'accord. Mais le mot de rassemblement, c'était la paix. C'était faire cette fête le plus proche possible de GAZA pour montrer que les Israéliens étaient inclusifs, tous ces jeunes étaient des gauchistes, entre guillemets, même s'ils ne savaient pas trop ce que ça impliquait. Et ils avaient déjà demandé de faire ce festival depuis très longtemps. Pour des raisons de sécurité, ça avait toujours été refusé. Ils voulaient être au plus proche en disant, voilà, ce sont des jeunes comme nous, peace and love, voilà, on veut être ensemble, on veut faire la paix. Mais là où je vous dis, restez sur votre chaise, parce que c'est que ce que vous venez de dire, cette idéologie folle à certains Israéliens de croire que les jeunes de GAZA équivalent aux jeunes d'Israël ou aux mères, comme vous avez dit, eh bien, ils y croient encore, même après le 7 octobre. Et c'est pour ça que je vous dis, accrochez-vous à votre chaise, parce que ce qui est, et peut-être même plus, en se disant, voilà, maintenant que les grands méchants ont été éliminés, combien de fois ils ont mis la pression pendant cette guerre là contre GAZA pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour qu'on arrête, pour qu'on se reprenne dans les bras, il y avait même des Israéliens qui étaient pro-Palestine-merde en disant ah ben ça y est, faut pas les souffrir, c'est pas nous on n'est pas comme ça, l'humanité, faut envoyer la nourriture. C'est ça qui est horrible, horrible. On a dans notre propre camp des pacifistes avec les monstres. Donc, encore une fois, c'était déjà affligeant avant le 7 octobre, mais Georges, sachez que ça continue même après le 7 octobre. Et là, j'ai aucune explication. Déjà que c'était pas rationnel avant, et vous savez que moi, quand on sort de la rationalité, alors là, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus ni à parler, ni à raisonner. C'est fini. Je suis hors jeu. Je coupe mon micro. Et on a un antisionisme aussi au sein de la communauté juive américaine qui, eux aussi, sont très virulents. Et ceux qui vivent à New York, il y a une grande communauté, en partie, je ne dis pas tout, bien sûr, mais une partie de cette communauté est carrément anti-israélienne. Carrément. On peut pas dire le contraire. Ils sont quasiment antisémites, presque. Eh bien, mais ça, c'est par une idéologie, pas par. Ils pensent que Israël ne doit pas exister au sein même de la communauté hébraïque. Je sais aussi ça. Et oui, je vous ai déjà raconté, et je vais arrêter de faire le mono-sujet là-dessus, mais bon, c'est quelque chose que, entre guillemets, je connais bien, entre guillemets, bien sûr. Lorsque j'ai fait mon alia, il y a très longtemps maintenant, j'ai déjà répété plusieurs fois la date, donc je vais arrêter de le faire. J'ai eu une époque où j'étais je voulais m'infiltrer un peu dans les mouvements très religieux, etc. J'avais la barbe, j'avais l'accoutrement, j'ai appris vous savez, la Mishnah, toutes ces conneries, etc. Et il m'est arrivé souvent d'être entre guillemets, dans des shabbats très religieux, avec des soi-disant grands rabouniches, des autorités, comme on dit. Et vous n'êtes pas, bien évidemment, obligé de me croire. Je vous dis l'anecdote, après vous en faites ce que vous voulez. Combien de fois, pendant le repas et après ou avant, j'ai entendu ces grandes sommités de la religion déclarer vivement, entre guillemets, je ne me souviens pas les mots exacts, hein, mais vivement la destruction de cet Israël pour qu'il y ait le Mashiach, le fameux Messie, ils appellent ça le Mashiach. C'est-à-dire que pour eux, en résumé, Israël tel qu'il est aujourd'hui, avec un État, une démocratie, etc., soi-disant, machin, est un État profane.
pervers, un peu comme les Neturei Karta, vous savez, les Neturei Karta qui souhaitent la destruction d'Israël. Pourquoi pas juste pour détruire Israël, parce qu'ils pensent que le mouvement sioniste était, comme il était laïque de Théodore Herzl, c'était une abomination et a fait qu'il a vidé de sa substance religieuse Israël et que ça a donné une espèce de je sais pas quoi, d'État comme les autres, alors que pour eux, Israël doit être pas du tout comme les autres. Nanani. Bon, ça c'est vrai, on va dire, mais eux, sur le plan religieux. Donc, il y en a beaucoup dans les autorités religieuses, pas simplement de gauche, hein, qui sont la plupart laïques, etc., puisqu'à Shabbat, ils faisaient la fête le 7 octobre, etc., mais qui aimeraient, dans leur croyance ou dans leur folie, c'est un peu un pléonasme d'ailleurs, voir la destruction d'Israël parce qu'ils y pensent qu'à ce moment-là, il y aura, parmi eux, bien évidemment, les rabouniches et leurs adeptes, le Mashiach. Voilà, le Mashiach, Ben David, qui viendra pour enfin instituer l'Israël, entre guillemets, d'antan, avec un nouveau temple, le troisième temple, etc. Les sacrifices d'animaux qui reviendraient comme à l'époque des barbares. Et là, finalement, on se rapproche beaucoup de la religion des Ulmus, hein. Très arriérée, très archaïque. Encore une fois, je répète le mot barbare. Eh bien voilà, ils souhaitent ça pour beaucoup. Et pour eux, cet avènement passerait par la destruction totale de l'Israël moderne. Voilà, qui est une très bonne chose. Moi, je suis très content que encore Israël soit laïque et j'espère qu'elle va le rester et surtout qu'elle ne redeviendra jamais religieuse, que Dieu nous en préserve, même si malheureusement, avec les pondeuses, il y en a de plus en plus. Voilà, je voulais juste ajouter ça à votre propos. Je coupe mon micro si vous souhaitez partir sur une autre actualité ou continuer. C'est vous qui décidez, Georges. Ben, je voulais faire une petite parenthèse. Vous savez que je t'ai dit que je pars lundi. Lundi, c'est donc dans 2 jours, hein, et je pars pour 11 jours. Donc, je serai pas là. Ça me sera très difficile ou alors peut-être que je ferai des petites apparitions le samedi, quelques minutes, parce que des fois, je suis libre. Mais en règle générale, bon, je dois m'occuper des groupes, etc. Donc, j'aurai pas la possibilité de parler longtemps. Mais peut-être je ferai un petit coucou comme ça rapidement. Voilà ce que je voulais dire. Donc, euh, tu le sais bien, je serai donc absent jusqu'au 11 du mois de février. Ben, j'en profite pour prendre la balle au bon. Étant donné que c'est vous, Georges, qui depuis des semaines, voire des mois, participez le plus, même si on a eu la visite de Valérie, souvent de Michel, de temps en temps Eric, je pense que c'est une bonne opportunité pour justement faire ce petit break. Parce que si vous n'êtes pas là la semaine prochaine, moi je ne vais pas me mettre on va dire, en attente de Monsieur Eric si la tête lui dit de venir ou pas. C'est terminé en ce qui me concerne de lui dire allez viens, etc. gentiment. Je trouve que c'est vraiment bref. Donc je pense qu'on va faire une pause bien méritée pendant que vous allez être en tour. Ça nous permettra voilà, chacun prendra son week-end, vous au travail. Je sais pas, ça va peut-être changer. Peut-être que s'il y a un truc à dire, s'il y a la guerre qui s'est déclarée dans la semaine, je ferai peut-être une. Mais je préfère faire ça comme ça pendant la semaine, des petits flashs, plutôt qu'une émission où finalement je vais parler tout seul comme un imbécile. Ça ne m'intéresse pas s'il n'y a pas du débat, de la discussion, pouvoir rebondir sur des arguments des uns et des autres. À moins que, encore une fois, Michel veuille faire une émission ou quelque chose, ou si Eric m'écrit en me disant tiens, j'ai un sujet, comme il avait traité un sujet sur le cinéma, pourquoi pas, avec grand plaisir. Mais voilà, je pense que voilà, pour ceux qui écoutent, s'il y en a un ou deux, lorsque Georges sera en tour jusqu'au 11 février, bah, écoutez, on fera une pause. Je regarde la date là sur le calendrier. Le 11 février, c'est un mercredi, donc ça nous ferait une pause pour la semaine prochaine, le 7 février, et on reprendra le 14. Tiens, ben c'est pas mal. La Saint-Valentin. On reprendra le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, la fête des amoureux. Voilà, je coupe mon micro. Bien, ben, de toute façon, on garde un contact par email ou par, comment dirais-je, une chaîne quelconque de YouTube. J'écris en général
tout va bien, etc. Des choses simples, quoi, histoire de garder le contact. Euh, eh bien, je vais donc vous parler 2 secondes de ce tour. Ça va être un tour d'un tour opérateur de France regroupe des gens, ils vendent un programme et sur ce programme, ben, ils ont la nourriture, l'hôtellerie, le guide, c'est moi en l'occurrence, le bus, etc. Donc, je vais m'occuper de ces gens-là. Il y a 11 personnes. Je vais les faire visiter la capitale en parlant un petit peu de l'histoire de la capitale et de l'architecture. On va visiter un volcan à 3 300 mètres. Et puis, on va aussi faire des fincas de café, où j'expliquerai sur le café, comment on cultive le café, comment on le fait jusqu'à de la plante à la tasse. Ensuite, je vais aller encore dans un autre volcan qui est plus simple, moins haut, mais très intéressant parce qu'on a des ponts suspendus. Et sur ces ponts, on est sur la canopie, en fait, de la canopée, avec les ponts suspendus. On a aussi à visiter une ferme biologique où j'explique un petit peu tout ce qu'on peut faire actuellement en agriculture. Ensuite, je vais à Tortuguero, un endroit assez magique, qui est un endroit euh, un peu comme une cité lacustre. On est entouré d'eau partout. Il y a énormément d'animaux. On passe encore 2 jours là-bas. Donc, on se déplace en bateau. Ensuite, eh bien, on va se situer sur la région du sud des Caraïbes, proche de Panama. Et là, on va visiter une colonie amérindienne que je connais bien, ce sont les Bribri. C'est une des colonies les plus importantes amérindiennes qui se situe entre le Panama et le Costa Rica, entre la frontière, avec une énorme montagne qu'on appelle la Talamanca. Et voilà, c'est donc un tour comme ça. Ensuite, je les accompagne à l'aéroport et mon tour est terminé. Vous voyez, c'est un tour sympathique. La plupart des gens sont des gens âgés. Donc, ben, ils marcheront pas beaucoup. Ça me convient parce que moi, avec mon système cardiaque là, qui fonctionne mal, je peux plus marcher comme avant. Donc, ça m'intéresse. Et voilà, je voulais vous raconter rapidement. Je dis vous parce que maintenant, je pense que Big est encore là. Ça peut être intéressant, ce genre de tour que les Français, maintenant, c'est un peu à la mode, hein, ils aiment bien le Costa Rica. Donc voilà, parce que je voulais te raconter sur mes prochains jours. Ben, c'est plus qu'intéressant. Moi, comme je vous l'ai souvent dit, peut-être dans une autre vie, je ne sais pas, peut-être, on verra. Pourtant, je vous dis franchement, j'ai beaucoup d'a priori hein, sur l'Amérique du Sud, les narcotrafics, tous ces machins-là, mais vous avez réussi à nous faire partager, Georges, votre passion pour le Costa Rica. Et à chaque fois, les explications, notamment le serpent, le fer de lance, est rentré dans ma tête. Toutes ces choses-là, vos excursions, vous aviez fait aussi un live qui était vraiment très, très sympa. Et à chaque fois, vous nous en parlez toujours avec passion. Vous avez gardé cette flamme. En tout cas, vous arrivez à la faire partager. J'avais une question justement là, comme vous parlez du Costa Rica. Euh, je dirais on m'a dit, parce que comme je ne dévoile pas mes sources, alors on m'a dit que même si le Costa Rica, comme vous nous l'avez confirmé, n'est pas un narco-État, il paraît quand même, enfin voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous en savez même. Il paraît que en fait le Costa Rica est une plateforme vous savez un peu comme un hub, vous savez les hubs dans le commerce, les transits, voilà, que c'est un point de transit, vous savez, pour justement les narco-États, les cartels, et que même s'il n'y a pas les grandes, vous savez, comme en Colombie, machin, les grands, je sais pas quoi, là, les parrains, la drogue, etc. Il paraît que le Costa Rica est central pour la route de la cocaïne. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des centaines de tonnes de cocaïne qui passent par le Costa Rica, mais en termes de transport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni le commerce, ni forcément la violence qui va avec, etc. Mais que trois quarts, ou enfin une quantité énorme, hein, je ne sais pas si c'est trois quarts ou la moitié, de la cocaïne particulièrement, euh, passe à travers le Costa Rica. Peut-être. Alors ma question, c'est est-ce que
vous en avez croisé lors de vos tours ou lors de vos excursions personnelles. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une légende? Encore une fois, je ne compare pas le Costa Rica à la Colombie ou au Mexique, hein, mais est-ce que c'est effectivement un point de transit pour, je ne sais pas moi, peut-être 50% ou 70%, je ne sais pas, de la cocaïne de cette région? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bien, alors on va nuancer je vais nuancer ma réponse, hein. Sur le pourcentage, je ne sais pas. Je peux pas dire quel est le pourcentage qui transite à travers le Costa Rica. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que d'une part, le Costa Rica n'est pas producteur, tout le monde le sait. D'autre part, il n'y a pas de cartel véritablement de bande organisée au Costa Rica. Ça, c'est certain. Par contre, ce qui est aussi certain, c'est que nous avons entre le pays le plus important en narco, qui est la Colombie, aussi le Venezuela, il part aussi de la Bolivie. Bon, bref, nous avons beaucoup de production énorme de coca qui se trouve dans les pays qui est au sud de notre du Costa Rica. Et nous avons au nord le pays le plus important consommateur, qui est les États-Unis d'Amérique. Le Canada aussi d'ailleurs, et une partie aussi de l'Europe que l'on peut faire par bateau. Donc, évidemment, nous avons un pays qui est au carrefour, on va dire, entre un consommateur et un producteur. Donc, par conséquent, on passe par ce pays-là dans beaucoup de cas. Donc, réponse oui, il y a un Vous en passage avez croisé? Ils passent comment? Ils passent avec des camions, des convois, comment ça se passe? là où je me suis rendu compte et j'ai croisé, comme tu dis le mot, croisé, c'est plutôt j'ai vu, hein, c'est sur Tortuguero. Sur Tortuguero, qui est dans les Caraïbes du Sud. D'ailleurs, justement, je vais dans ce tour et on voit passer la nuit des bateaux hyper rapides sans feu. Et là, ils traversent carrément des Caraïbes, ils montent vers le nord et ils passent sur le Nicaragua. Et là, eh bien, ils viennent bien sûr de Colombie, évidemment. Ils font route sur les Caraïbes et ils montent au nord. Ce sont des bateaux rapides et ils voyagent de nuit. Alors, ils ont vraiment du mérite parce que voyager de nuit sans phare, et comme j'ai vu plusieurs fois, il faut le faire, hein, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ce sont des pilotes hors ligne, mais ils passent comme ça. Il y en a qui passent en bateau, comme je viens de le voir, comme je l'ai vu, mais aussi il y en a en avion. Et ça, par contre, je l'ai pas vu, mais je l'ai lu sur la presse du Costa Rica, des petits avions. Il y en a un qui s'est écrasé il y a environ un an et s'est écrasé en montagne, parce qu'on a quand même des cols de 3000. Hein. Et bon, ben cet avion a eu un accident, donc il est tombé avec son équipier et le pilote. Il était bourré de cocaïne. Hein. Voilà. Donc, on a un transfert, qu'il soit en air, en mer, tout ce qu'on veut, mais réponse oui. Et le Costa Rica, on n'est pas tellement affecté au niveau des bandes et au niveau de la délinquance parce que elle n'est pas installée, la délinquance n'est pas installée, elle ne fait que passer. Mais elle passe, c'est sûr. Réponse oui. Merci de votre franchise et de votre expérience. Voilà, je voulais confirmer hein, avec quelqu'un sur place. J'aime bien croiser les informations. Et comme c'était, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine d'avant, où justement quelqu'un m'avait raconté ça, il connaissait bien l'Amérique du Sud ou l'Amérique latine et tous ces endroits-là, et Amérique centrale. Tout ça. Enfin, je ne sais pas exactement identifier exactement tous ces pays, et que voilà, même si le Costa Rica officiellement, et de toute façon, il n'y avait pas, comme vous dites, hein, tout ce que vous avez dit, des implantations pour des bagarres de territoire, des choses comme ça, que il pourrait y avoir de la violence si des gens s'attaquaient au convoi, mais voilà. Je ne sais pas si c'est l'État qui ferme les yeux justement pour ne pas avoir de problème, mais il m'expliquait que parce que moi j'avais dit, j'ai dit voilà, je connais quelqu'un, en parlant de vous, j'ai pas dit votre nom, mais j'ai dit voilà, je connais quelqu'un qui est là-bas, qui je discute et qui me dit que c'est très calme, qu'il n'y a pas ceci, cela, et il me disait c'est impossible autrement. Il me disait
le Costa Rica ils sont obligés de passer par le Costa Rica quelque part. Donc, comme vous dites, ils ne font que passer, mais ils doivent y passer avec des cargaisons monumentales. Je savais pas qu'ils déversent ça. Alors, je savais pas pour les États-Unis. Moi, je pensais beaucoup à l'Europe, à la France, bref, au monde entier. Comme en plus, je suis nul en géographie. En tout cas, voilà. Mais encore une fois, moi, je vais vous dire, hein, c'est s'il y a des abrutis pour se bourrer le pif de poudre blanche, je vous dis franchement, je n'ai aucune empathie pour ces gens-là. Alors, je dis pas que j'ai de la sympathie pour les narcos, parce qu'encore une fois, ils font des dommages collatéraux, voilà, etc. Mais leur business n'est qu'un business fantôme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, encore une fois, c'est bête hein, ce que je dis, hein, s'il n'y avait pas de consommateurs, ben, il n'y aurait pas de marché. Or, dans le monde, il y a des gens qui font cette chose-là. C'est une énigme pour moi. Ça, et je vais vous dire, cette énigme, je m'en fiche de la résoudre ou pas, parce que ça ne m'intéresse pas, les consommateurs. Quand, je pense souvent, moi, à chaque fois que je pense aux consommateurs, je pense à Whitney Houston. Whitney Houston, une des plus belles voix de la chanson, magnifique, qui chantait des chansons que personne d'autre ne pouvait chanter, et qui s'est massacré la voix et même la vie, hein, puisqu'elle est partie, je crois, à 54 ans, au crack. C'est un dérivé, je crois, le crack de la cocaïne abominable, avec une forte dépendance qui bousille les cordes vocales en plus, etc., etc. Donc si on est assez stupide déjà naturellement pour se droguer, et encore plus quand on est une superstar mondiale avec un don de Dieu pareil, ça montre une... Moi, je suis complètement impuissant face à la bêtise et à la stupidité. Je ne peux rien faire. Moi, je peux discuter avec plein de gens qui se posent des questions, avec des gens qui sont intéressés dans la Kabbale ou sur Israël ou sur les constantes mathématiques, etc., la vitesse de la lumière. Je peux parler comme ça de sujets. Mais alors, des gens ridicules et stupides qui se fourrent de la drogue dans le pif, ou qui se font des picousses, des piqûres, vous vous rendez compte, Georges, pour s'injecter des produits pareils, il n'y a rien à faire pour des gens pareils. Voilà, et je vais même fermer la parenthèse parce que j'ai utilisé 2 minutes et je crois qu'ils ne valent même pas une seconde de temps de parole. Donc je viens de gaspiller 2 minutes. Donc si vous souhaitez parler encore d'un autre sujet, allez-y. On est déjà à 1 heure et demie. Si vous voulez faire relâche et puis commencer à repartir à vos occupations, eh bien, on a beaucoup parlé de l'IRN. C'est d'actualité. Donc, c'était l'actualité principale. Donc, je coupe mon Bon, micro. Je vous remercie encore, Georges. Et puis, si jamais vous arrêtez là, je vous souhaite au 14 février, donc pour la rentrée, à la Saint-Valentin. Voilà, je coupe mon micro. eh ben, ça sera parfait. Donc, un petit break. On garde le contact quand même sur le net s'il y a quelque chose. Et ça, je pense que ça va être mon dernier tour. Hein, je l'ai dit souvent, je pense que ça va être mon dernier tour. Peut-être pas. Et ça va dépendre de comment je vais me comporter. Pour l'instant, bah, mon souffle au cœur, bah, il est toujours là, hein, je suis toujours essoufflé. Mais quand même, je peux marcher plus d'1 heure donc, sans courir. Donc, je verrai, je jugerai et je verrai mon comportement. En fonction de mon comportement, je prendrai la décision. Donc, comme ça m'amuse tellement de faire ce métier, c'est vrai que c'est un métier particulier, hein, être guide. C'est comme une drogue, en fait. Hein. C'est détenir quelque Une bonne chose. drogue. Une bonne drogue. Oui, ah oui, une bonne drogue, bien sûr. C'est détenir quelque chose. Être un leader d'un groupe, qu'il soit moyen ou grand, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et, 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 et on est très créatif quand on est comme ça. On est dans un flux permanent, constant de demandes, d'interaction. On est en pleine vie, en quelque sorte. Alors que, bon, eh ben, quand je suis à la maison, c'est pas que ça ne me plaît pas. J'aime bien me promener mon chien, j'aime bien m'occuper de la maison, de ma femme et de mon fils, évidemment. Mais là, ça rentre dans une forme de plaisir personnel.
parce que je m'amuse beaucoup avec les clients. Je m'amuse aussi lorsque j'explique. Voilà, ce tour est un tour assez culturel, donc je vais parler beaucoup sur tous les sujets, que ce soit l'agriculture, l'histoire, l'architecture, les oiseaux, leur mythologie, bon bref, plein de sujets. Donc ça, c'est aussi très attractif pour moi d'expliquer. Et puis il y a le fait aussi, David, quand tu regardes les gens, ils t'écoutent, et ils ont un côté un peu émerveillé parce que c'est quand même pas des sujets qu'ils ont l'habitude d'aborder. Il faut voir la chose telles qu'elles sont. Hein. Les sujets sur mes oiseaux et sur mes plantes vertes et sur la botanique tropicale, évidemment, et c'est pas le sujet qu'ils ont l'habitude de recevoir. Eh bien, donc il y a une certaine fascination. C'est un peu égoïste et un peu égo, en fait, hein, c'est vrai, je le sais, j'en suis conscient. Ce métier apporte une certaine exaltation personnelle. Oui, je dois le dire en toute modestie, c'est la vérité. Non, non, c'est et juste avant que vous partiez, ce que vous dites, ça me fait rappeler, à une époque très lointaine, lorsque je donnais des leçons d'échecs pendant une période. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous détenez, vous, le savoir, le guide, l'endroit, et cetera, et vous êtes face à des gens qui sont en demande. C'est-à-dire que vous le savez, moi, le jeu d'échecs, c'est une passion, mais elle n'est pas partagée par 99,99. Les gens s'en foutent du jeu d'échecs et au contraire, ça leur prend la tête dans une époque tellement euh, bête. Les gens ne vont pas s'intéresser au jeu d'échecs, certainement pas. Plutôt au poker, généralement. Enfin bref. Et donc, moi, je ne parle pas du jeu d'échecs à qui que ce soit, parce que je ne vais pas embêter les gens, voilà, c'est cela. Donc, on n'a pas l'occasion d'en parler. Mais quand les gens viennent vous voir dans un club d'échecs dont vous vous occupez et vous donnez des leçons, vous savez que la personne, elle est en demande d'un savoir que vous détenez et vous avez un plaisir même pédagogique, comme vous. Vous faites aussi de la pédagogie de votre endroit. Et les gens, ils sont suspendus à ce que vous dites et c'est sûr que c'est gratifiant et vous avez envie de faire les choses bien pour que justement vous leur donniez une bonne information. Donc je comprends tout à fait. Et à propos des tours, une petite idée que j'avais à vous donner, mais je pense que vous l'avez déjà. Comme ceux qui vous ont engagé vous ont sélectionné suite à ce que vous avez dit, un groupe un peu de personnes âgées qui vous permettra normalement de faire ce tour sans aucun problème, grâce à Dieu. Il n'y a aucune raison finalement que ce soit un dernier tour parce que avec les nouvelles données que vous avez présentées donc à vos employeurs, ils peuvent très bien vous préparer pour l'année 2026 et les suivantes des groupes entre guillemets simples, des personnes qui vont faire en sorte que vous n'allez pas aller au bout de vos forces, bien au contraire, que vous pourrez faire. Donc je pense que si vous avez envie de continuer, je pense que vos employeurs seront tout à fait satisfaits. En plus, les gens qui voyagent le plus, généralement, c'est les gens du troisième âge. Donc voilà, je coupe mon micro. Bon, David, je voulais pas en parler, mais le souffle-cœur, je l'ai depuis déjà un certain temps. Mais là, ça s'aggrave très rapidement. Je sais que j'en ai pas tellement pour longtemps. Voilà, je voulais dire ça. Et je suis essoufflé même si je fais rien, alors qu'avant, non. J'étais essoufflé lorsque je faisais un tout petit effort. Mais là, ça s'empire très vite. Voilà. Donc, je sais que ça va pas durer très longtemps comme ça. C'est pas possible. Donc, je pourrais pas exercer ce métier très longtemps. C'est pour ça que j'ai dit un tour, peut-être un autre, j'en sais rien. Mais ça fond, et que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que je verrai comment je vais me comporter. Parce que je ne sais pas exactement l'évolution de ce problème cardiaque. Il évolue très vite, mais je ne sais pas à quelle vitesse. Il peut se stabiliser, mais pour l'instant, non, ça ne se stabilise pas. Voilà. Bien, eh bien, je vais te laisser. Je vous embrasse tous très fort. Big aussi. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et je vous dis donc au 14, puisque je crois que c'est samedi, c'est le 14. Voilà. À bientôt. Je vous raconterai ce petit tour, comment ça s'est passé. Salut. Portez-vous bien. Shabbat shalom. Merci beaucoup, Georges. Et rappelez-vous, les miracles, ça existe. Ça existe, les miracles. Et peut-être encore plus quand on est proche d'Israël. Voilà, entre nous, soit dit, on garde ça. Donc, gardez espoir toujours. N'oubliez pas que l'hymne national d'Israël, c'est la tikva, atikva, c'est-à-dire l'espoir. Donc, nous sommes un peuple hébreu qui avons traversé
euh, des souffles au cœur, des souffles à l'âme, des souffles à l'esprit, des tortionnaires qui ont toujours voulu nous faire du mal. Alors bien évidemment, même si c'est quelque chose entre guillemets qu'on peut appeler de naturel, même si pour moi la maladie est quelque chose d'immonde, ignoble, et qui n'est absolument pas naturel, ni concevable, ni souhaitable, ni rien du tout, qui est négative, les miracles, ça existe. Donc, gardez bon pied, bon oeil, gardez votre optimisme légendaire, et on verra bien ce qu'il adviendra. Voilà. D'habitude, je laisse toujours le dernier mot, mais comme c'était un petit peu, voilà, je voulais finir sur de l'espoir. Voilà. Et je souhaite que, encore une fois, chacun ait ce qu'il mérite et vivement l'intervention divine. Allez, je lance le jingle. Je remercie Georges Naon. Sans lui, l'émission n'aurait pas été possible. Hein, je ne vais pas parler tout seul. Et donc, je lui dis je lui souhaite un bon tour et je lui dis samedi 14 février pour la Saint-Valentin, pour la reprise, soit pour l'actualité, soit pour un sujet. Et comme il a dit, on va garder le contact par email. S'il y a quoi que ce soit, une idée, un thème ou autre, eh bien, voilà, le contact est toujours là. Allez, Shabbat Shalom. Et demain, on commence la semaine à la fois dans le monde et en Israël. Allez, je lance ça. Merci de votre attention et à très bientôt, si Dieu le veut. Pour les mollahs, il est trop tard. On va écraser tous ces cafards. Cul-cul-pampan, en enfer l'Iran. C'est le dernier décollage, on entend l'orage. C'est cul-cul-pampan, adieu les enfants. En boule de rage, sur vous le carnage. Vivement la justice et que le mal glisse sur une peau de banane. Tous ces monstres infâmes. On va compter les heures avant le bonheur. Fini les rumeurs, c'est fini les pleurs. Cul-cul-pampan, en enfer l'Iran. C'est le dernier décollage, on entend l'orage. C'est cul-cul-pampan, adieu les enfants. En boule de rage, sur vous le carnage. Bientôt dans le ciel arrivera l'Éternel avec tous ses jugements et pas que sur l'Iran. Tous ses ennemis à néant réduits, on pourra respirer l'air de la liberté. On entend les promesses, les hypocrites en liesse, dirigeants corrompus finiront au rebut. L'Iran va prendre une raclée, les sales cafards écrasés finiront en cendres sans même se défendre. Cul-cul-pampan.